Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Lucie Deveugle sur Veto Micro. Bienvenue Lucie. Merci Sophie. Alors Lucie, tu es vétérinaire, diplômée de Liège en 2009. Oui. Tu as pratiqué 10 ans en canine dans 10 structures différentes, autant en tant que salarié, aussi bien en petit cabinet vétérinaire en complète totale autonomie que en CHV en équipe. Alors après, tu t'es formée en médecine traditionnelle chinoise, tu t'es formée à l'acupuncture et la phytothérapie et tu t'es installée à ton compte. Aujourd'hui, tu intègres pleinement l'aspect énergétique et émotionnel du lien humain-animal dans ton approche diagnostique et thérapeutique. Et ce sera, bien sûr, le fil conducteur de notre conversation aujourd'hui. Ouais, c'est bien résumé. Et Lucie, enfin, tu es aussi fan de nature, de rando, d'océan. Alors Lucie, quand et comment commence ton histoire de vétérinaire ? Quand et comment, je pense comme beaucoup de vétérinaires, la vocation est née assez tôt, déjà à l'école. Je crois vers 10-12 ans, je savais déjà que j'allais faire véto. J'ai toujours eu une attirance très forte pour le monde animal. C'était toujours, j'étais complètement passionnée de dauphins toute petite, je me rappelle. Je connaissais tous les noms des cétacés, etc. Et puis après, je suis montée à cheval. Et puis après, bref, c'était une évidence tout de suite, quoi. T'as des vétérinaires dans ta famille, des animaux que t'as eus pendant ton enfance ? Alors, il n'y a pas de véto. Il y a j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans le milieu médical, mais humain, mais aucun vétérinaire. Et puis, j'ai eu des chats toute mon enfance. J'aurais voulu aussi un chien, un cheval et plein d'autres animaux, mais mes parents ne voulaient pas qu'on adopte autre chose que 1 ou 2 chats maximum. Donc, je me suis limitée entre guillemets à ça. Et puis, en montant un cheval, ça me permettait aussi de combler ce manque, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, tu as fait tes études en Belgique et en vrai, j'ai envie de rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc, ouais. On l'a résumé au début, tu as travaillé 10 ans en clientèle. À quel moment tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui était médecine alternative ? En fait, c'est pas vraiment un choix. Ça m'est un peu tombé dessus comme ça parce que la même année où j'ai été diplômée en 2009, on m'a diagnostiqué une maladie chronique, qui est une maladie de Crohn pour ceux qui connaissent, et avec un discours médical qui était qui me plaisait pas du tout, dans le sens où on m'a dit que c'était une maladie incurable, que j'allais avoir toute ma vie, que je risquais ci, ça, et pas des choses très joyeuses. Et tout de suite, je me suis dit c'est pas possible. Je vais chercher autre chose, quoi. J'étais pas tombée dans la fatalité, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres voies, je vais dire ça comme ça. Donc au début c'était très axé nutrition, et puis j'arrêtais pas parce que tant que ma santé s'améliorait pas, ça me motivait énormément à poursuivre mes recherches. Et puis de fil en aiguille, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux médecines alternatives, dont la médecine chinoise. Et c'est vrai qu'en parallèle, je me rendais compte que les maladies chroniques, il y en avait pas mal chez les animaux domestiques. Et puis après est née l'idée de dire, tiens, tout ce que j'ai compris et appris pour moi,
j'aimerais bien en fait le mettre au service des animaux, quoi. Et c'est quelque chose que tu pouvais déjà à l'époque appliquer en cabinet en tant que salarié, ou c'est quelque chose qui est vraiment venu par la suite dans ta pratique? Ça s'est construit petit à petit, j'ai envie de dire. Ce serait qu'au départ, comme la démarche était très personnelle, et puis je commençais à peine ma carrière au même moment, puisque c'était au moment d'être diplômée, donc je découvrais le métier. J'avais un peu une vie parallèle j'apprends mon métier de vétérinaire conventionnel, et à côté de ça, j'avais toute ma gestion personnelle de ma santé et toutes mes recherches. Donc ça s'est fait vraiment progressivement, et puis après, justement, dans ces 10 années-là, j'ai commencé à observer des choses et puis commencé à faire des liens entre tout ce que j'apprenais des deux côtés et dire tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là. Voilà. Et la gestion de ta maladie pendant tes années de pratique, alors c'est quelque chose qui s'est sans doute amélioré avec le temps, justement de par cette découverte de médecine alternative, mais ça a dû aussi engendrer certaines difficultés, j'imagine, juste dans ton quotidien. Oui, ça va, j'ai eu la chance, il y a des fois je me suis quand même retrouvée aux urgences, mais j'ai jamais dû faire des longues périodes d'arrêt. Et puis, je faisais avec. Clairement, j'étais habituée à gérer la douleur assez régulièrement. Et puis, je faisais, je gérais, on va dire ça comme ça. Mais ça n'a pas été évident tous les jours. Après, évidemment, avec le recul, je comprends que ça m'a appris aussi beaucoup de choses et ça me forçait quelque part c'était pas possible de rester comme ça toute ma vie, ça c'est sûr. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça t'a appris, justement ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? J'ai envie de dire toutes les recherches que j'ai faites. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé évidemment par la nutrition. Comme là, c'est une maladie qui concerne la sphère intestinale. Je me dis, il y a forcément des choses à comprendre, il y a forcément des liens. Donc ça a été aussi le début. Puis après, ça m'a appris aussi que j'avais beau améliorer mon alimentation, il y a des choses ça allait mieux, mais c'était toujours pas nickel, je vais dire ça comme ça. Et c'est là où les médecines alternatives, donc je parle de la médecine chinoise, il y a tout ce qui est l'émotionnel et ces notions d'énergie. On parle aussi des méridiens, etc. Mais il y a vraiment l'émotionnel compte à part entière dans l'impact que peut avoir nos émotions, la gestion de nos émotions plutôt, sur notre corps physique. Et ça a été une révélation entre guillemets pour moi, parce que je me dis ok, la nourriture ça va, mais l'émotionnel en fait va peut-être falloir s'en occuper. Et là, ça aussi, ça a été un tournant, parce que j'ai creusé vraiment cet aspect-là de manière assez importante. Et puis l'apprentissage a été assez énorme après coup, quoi. Donc au point, oui, de voir nos émotions ont un impact sur notre corps physique. Et puis aujourd'hui, je vois bien que les émotions des gens ont un impact sur leur corps physique à eux, mais aussi sur leur entourage, y compris les animaux. Et il y a tous ces liens qui se créent et qui se font. Et c'est ça qui me nourrit maintenant au quotidien dans ma façon de pratiquer. Alors ça, on va y venir. Donc la maladie est plutôt catalyseur finalement dans ta démarche et ton parcours. Ouais. Au début, on le voit pas comme ça. Ouais. On voit plutôt comme vraiment pas de bol, pas de chance, injustice et tout ce qu'on veut. Et puis en fait, là avec le recul et les 10 ans plus tard, donc clairement catalyseur et même presque, j'ai envie de dire, un cadeau de la vie, quoi. Ouais. Et il y a d'autres difficultés en dehors de la maladie que tu as pu rencontrer pendant justement ces 10 premières années de pratique qui t'ont aussi formaté, on va dire, vers la direction que tu as prise aujourd'hui. Et donc, pour détailler, toi déjà à ton compte et aussi toi à ton compte en tant que thérapeute holistique, on va dire. Oui, comme je pense beaucoup de vétos, quoi. C'est vrai on sort diplômé avec un bagage théorique très important, mais après c'est tout le côté humain et social.
Et là, je parle autant de la relation avec un patron que la relation avec les clients qu'on a en face de nous, auxquels on n'est absolument pas préparé. Et ça, en fait, en fonction de qui on est, l'éducation qu'on reçoit, notre caractère, etc., on y réagit de différentes façons et on apprend énormément sur soi-même au final. Et oui, au début, j'ai fait des horaires pas possibles, j'acceptais tout. Je sais que tu parles aussi de syndrome de l'imposteur, je l'avais. Tout ça, et au fur et à mesure, c'est ça qui fait grandir aussi quelque part, sur le côté purement humain et social, et puis sur soi-même, quoi. Et qu'est-ce qui t'a décidé à te mettre à ton compte alors finalement? Qu'est-ce qui s'est passé entre tes 10 premières années de pratique? Oui. Ouais, parce que justement, on parle aussi des croyances et des choses dans lesquelles on peut s'enfermer. Tout de suite, dès le départ, moi, j'ai dit non, je serai toujours salariée parce que la sécurité, parce que c'est aussi par rapport au discours que j'entendais au niveau familial, etc., de dire non, surtout, c'est très compliqué aujourd'hui de se mettre à son compte, faut forcément y passer 80 heures par semaine, c'est vraiment pas quelque chose d'envisageable. Donc j'étais clairement, c'était une option que j'envisageais même pas. Mais il s'avère que au bout de 10 ans et à la 10e structure, il m'est arrivé que il y avait un CDI qui m'était promis, et puis au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ça m'a pas été. On m'a promis ça alors que c'était pas du tout leur intention dès le départ. Et là, je me suis dit bon, si ça, c'est, moi j'ai pris ça comme aussi un clin d'œil entre guillemets, de dire bon, si tu comprends pas le message, qu'il est grand temps de te mettre à ton compte, et que là, ça suffit. C'est ce que j'ai fait au final. Donc, j'ai terminé cette dernière expérience en tant que salarié dans une structure. Et puis je dis bon, let's go, quoi. Et puis voilà. Et raconte alors la suite, comment ça se passe. Donc tu décides de mettre à ton compte, c'est quand même un gros step. Est-ce que moi j'ai plein de questions qui me viennent du coup, mais les premières étapes, on va dire d'entrepreneuse, parce que c'est un peu ça. Ouais. C'était plus difficile, moins difficile. Comment ça s'est passé? C'est pas comparable en fait. Et puis après, je pourrais même pas comparer, parce que déjà, entre salarié et être à son compte, c'est deux mondes complètement différents. Et puis, salarié de moi à mes débuts et moi 10 ans plus tard, j'avais aussi évolué par rapport à qui j'étais dans mon milieu professionnel en tant que salarié. Donc, mais sinon, je me suis dit d'abord prends des vacances. Et puis après, go, quoi. Et fin 2019, j'ai fait toutes les démarches pour me lancer, quoi, à mon compte, avec la découverte de plein de choses que je connaissais pas, de choses dont on s'occupe pas du tout en tant que salarié. Donc le côté administratif, la comptabilité, la communication, enfin tout en fait. Tout, je veux dire. Puis là, surtout, en plus, c'est que j'ai fait le pari de me mettre à mon compte et développer un service destiné exclusivement aux médecines alternatives. Donc, c'est pas quelque chose de fréquent, de très fréquent, voire très peu existant, je veux dire, surtout en France. Donc, double pari pour le coup. Donc, découverte tous les jours à 100%. C'est une aventure, ça c'est sûr, mais que je regrette pas du tout. Et donc, t'es en 100% ambulatoire aujourd'hui. Comment ça se passe? Alors oui, fin 2019, donc pour rappel, c'était juste avant toute la période très spéciale, on va dire, du Covid, des confinements et tout ça. Donc, on va dire même triple challenge, pour revenir là-dessus, mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Et au départ, oui, c'était ça. Je voulais je voulais pas me fermer entre guillemets dans une seule structure, enfin mon cabinet vétérinaire. Je voulais rester relativement mobile. Donc j'ai dit je vais commencer par des consultations à domicile. À ce moment-là, j'avais dans l'idée aussi de proposer ces services dans des cliniques vétérinaires pour apporter un supplément, quoi, comme les vétérinaires itinérants qui peuvent faire que des échographies ou de la chirurgie, etc. De dire je peux prévoir des rendez-vous dans telle et telle clinique et proposer un service en acupuncture, phytothérapie et médecine alternative, quoi. Mais ça s'est pas fait, et puis il y a eu le confinement,
Et en fait, il y a eu la télémédecine aussi qui a ouvert, mais ça tu sais. Effectivement. C'est par là qu'on a pu se rencontrer. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui me contactaient aussi, qui n'étaient pas dans la région et qui me posaient pas mal de questions et qui demandaient des conseils justement par rapport à toute cette médecine, je veux dire, naturelle. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité de proposer ce service de téléconseil, de téléconsultation et d'ouvrir un service en ligne en fait. Et c'est ce que j'ai mis en place à l'heure actuelle. Et quand tu dis ça s'est pas fait, ton service d'accompagnement de clinique, c'est parce que tu as essayé et qu'il n'y avait pas forcément de personnes intéressées, ou c'est parce que tu as décidé que c'était pas ta trajectoire? C'est un peu les deux, parce que j'ai pas fait des mails à tous les vétos pour expliquer ce que je faisais, ce que je proposais. Mais c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que c'est deux mondes qui peuvent parfois pas s'opposer, mais c'est pas forcément toujours bien vu. Enfin, j'aime pas les clichés non plus, mais je sentais pas d'ouverture et j'ai envie de dire intuitivement, je dis Puis après, je me suis tellement focalisée sur l'histoire de télémédecine, ça m'a pris pas mal de temps, puisque j'étais en train de monter le site internet, et en fait, je passais j'ai focalisé mon énergie à autre chose. Donc voilà. Après, ça s'est pas fait. Je me disais que ça devait pas se faire quelque part. Après, rien n'est figé dans le marbre non plus. Je pense que après 2 ans d'activité, je me rends compte à quel point entre ce qu'on pense au départ et puis ce qui nous arrive vraiment, ce qu'on peut s'imaginer, il y a toujours un décalage. Et le tout, c'est toujours savoir s'adapter en fonction de tout ce qui se passe, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour à l'heure actuelle, ce que je donnerais comme réponse. Ça marche. On se refera un podcast d'ici 1 an, on verra où tu en es. L'évolution. Voilà, exactement. Avec plaisir. Alors, donc dis-moi, comment ça se passe concrètement? Voilà, une consultation aujourd'hui, un premier client t'appelle. Voilà, explique-nous un petit peu si tu veux bien. Alors maintenant, justement, pour où j'en suis, c'est vrai que là, donc en fonction des problématiques, je cible par rapport au service que je propose. Forcément, j'ai des profils de clients qui ont un peu le même parcours que moi, j'ai envie de dire, avec des animaux qui ont des pathologies chroniques ou alors et qui ont du mal qui sont pas forcément satisfaits du traitement, ou que des impasses thérapeutiques aussi, ça j'en ai pas mal. Et ça en fait partie. Et les autres personnes, il y a aussi un engouement pour toutes les médecines naturelles, plus aussi pour le côté prévention. Ça commence à bouger au niveau de cette mentalité, justement, de dire on va peut-être prendre les choses en avance plutôt que d'attendre que l'animal tombe malade. Et alors concrètement, donc les gens me contactent pour expliquer un petit peu leur situation. Et en fonction de ça, je propose vraiment ces 2 services-là. Donc démarrer par une téléconsultation pour faire le point. Et mon approche, c'est justement d'étudier tout le terrain, l'animal, son environnement, y compris son gardien. J'ai changé le terme de propriétaire pour diverses raisons. Ou alors, on peut partir aussi sur une consultation à domicile si les gens sont dans le coin, pour faire tout ça aussi chez eux directement. C'est vrai que ça complète parfaitement, parce que toutes les approches dites douces aussi, évidemment, quand on va voir un animal chez lui et un animal qui vient en clinique, ça fait aussi une énorme différence. Et pour revenir à ça, c'est vrai que ça, c'était un des freins pour proposer mes services en clinique classique, c'est que les conditions sont pas du tout les mêmes pour consulter l'animal. Et ça change énormément de choses quand il s'agit de faire de l'acupuncture. Sur un chat, par exemple, on a plutôt intérêt que le chat soit détendu, on va dire ça comme ça, plutôt que stressé, parce que c'est pas toujours faisable et compatible pour pratiquer ces médecines. Voilà. Et tu as une préférence particulière entre l'approche, si tu as le choix entre une approche à domicile ou en téléconsultation, par exemple, il y en a l'une ou l'autre que tu préfères?
En dehors du contexte, ne pas devoir te déplacer, par exemple. Oui, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. C'est sûr que à domicile, j'ai le contact physique avec l'animal. C'est très différent. Il y a quand même une énorme différence. Mais je suis quand même surprise par les téléconsultations parce que quand bien même il n'y ait pas le contact physique de l'animal, j'ai quand même cette sensation, alors ça c'est peut-être aussi personnel, mais les gens lâchent plus facilement de choses en téléconsultation qu'en présentiel. Enfin ça c'est vraiment de mon expérience d'aujourd'hui, donc pareil peut-être que ça changera. Donc ça par contre c'est plus agréable parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Là je parle de l'aspect justement émotionnel qui concerne la personne qui peut le lien avec la pathologie de son animal. Et les personnes qui peuvent se livrer comme ça à travers la visio, quoi. Et comment, tu vois, tu parles de ce lien humain-animal. Les propriétaires, quand ils viennent vers toi, ils sont déjà en quête de comprendre ce lien, ou bien c'est toi qui les amènes vers cette direction progressivement par les questions que tu poses, par exemple? Ouais, c'est une bonne question, c'est parce que pareil, je me suis rendu compte aussi que les personnes, oui, qui viennent vers moi ont déjà une ouverture vers ça. Et ils sont déjà passés en fait par des expériences, que ça soit pareil personnelles ou à travers leurs enfants ou peu importe, ou à travers leur animal, pour se dire tiens, ça marche pas, il y a peut-être un truc à faire différemment, à essayer. Et du coup, ils ont cette recherche et souvent, ils cherchent sur Internet. Bon, en plus, aujourd'hui, on a une information énorme partout. Et puis, ils finissent par me trouver, c'est souvent ce qu'ils me disent d'ailleurs. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai eu déjà l'occasion d'avoir des clients qui étaient peut-être moins dans cette démarche de recherche, qui avaient moins galéré, entre guillemets. Et je dis, tout amener sur un plateau, ça fonctionne pas, parce que justement il faut entre guillemets passer par toutes ces galères. C'est grossier ce que je dis, mais l'idée est là pour justement prendre conscience de certaines choses. Et tant qu'on passe pas par là, c'est pas que c'est pas possible, mais je constate que qu'il y a moins d'ouverture. Voilà. Et en quoi tu penses cette prise de conscience justement dont tu parles aide dans la guérison, on va dire, ou peut-être même dans l'approche thérapeutique de l'animal? Par rapport à l'impasse thérapeutique, en fait, il y a un moment, j'ai compris que j'avais beau faire tout ce qu'il fallait au niveau nutrition, c'était nettement amélioré, hygiène de vie, pas fumer, se calmer sur l'alcool, reprendre le sport, etc. Et malgré tout, ça suffisait pas. Et cette prise de conscience de dire il faut aller chercher ailleurs, c'était cette bascule vers le côté émotionnel des choses et l'impact qu'il y avait sur le corps. Et c'est un peu la même chose, enfin pareil, c'est constaté, et c'est même avant de me lancer dans les médecines alternatives, j'entendais nombreux, dans les 10 cliniques différentes là dans lesquelles j'ai travaillé, des vétos dire mais si on soigne pas le maître, l'animal ira pas mieux. Et il y a du vrai en fait là-dedans, parce que parfois les personnes émotionnellement ont des blocages, des blessures, peu importe, on met les mots qu'on veut, ça participe à l'entretien de certaines pathologies, certains symptômes chez leur animal. Donc, et pareil, je me rendais bien compte, au niveau nutrition, on améliore les choses, on met des traitements de place, de la phyto, on fait de l'acupuncture, mais il y a un moment, s'il n'y a pas ces prises de conscience, justement, d'aller regarder ce qui se passe du côté humain, on est bloqué, en fait. Donc, on peut continuer à soulager, mais si on veut vraiment s'intéresser à pourquoi certains symptômes apparaissent ou ne disparaissent pas, je dirais ça comme ça aussi, pour moi, c'est presque, c'est indispensable d'aller chercher du côté humain, au final. Et ça, voilà, il faut être prêt, entre guillemets, je parle pour l'humain, de l'entendre, parce que c'est pas... et c'est une question de point de vue, je dis pas que j'ai la vérité, mais c'est assez marrant de voir aussi à quel point les personnes, ça parle à énormément de monde. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, sinon je ferais pas ce que je fais. Mais au plus j'ouvre aussi là-dessus, c'est incroyable le nombre
de témoignages que je peux avoir, même que des gens qui sont pas clients, hein, je parle de ce que je fais, les gens, ah oui, enfin, j'ai déjà observé ça, ah oui, quand j'ai vécu ça, mon animal a eu ça, enfin, enfin, maintenant, ça me fait sourire à chaque fois, évidemment, mais ça me surprend plus, en tout cas. Ouais. Oui, donc ce que tu dis, c'est que l'animal, finalement, est une expression des mots MAUX de la personne, et qu'il faut aller à la racine des mots de la personne pour ça en fait. Bien sûr, c'est pas le seul facteur, hein, encore une fois. C'est pour ça qu'on appelle ça de la médecine holistique, parce que c'est d'explorer justement tous les facteurs qui peuvent faire en sorte que la maladie se développe. Mais c'est vrai que c'est toute une autre approche, plutôt que de se focaliser sur juste le symptôme, de dire ok, il y a tel symptôme et on veut absolument le voir disparaître sans aller plus loin. Alors sur des pathologies aiguës, ça peut très bien suffire, et puis bon, il n'y a pas besoin entre guillemets de se prendre la tête. Mais quand les symptômes persistent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce choix-là, en tout cas, de mon point de vue. Ouais. Et est-ce que tu as encore recours à la médecine, on va dire, conventionnelle aujourd'hui sur certains de tes cas? Alors, je pratique plus la médecine conventionnelle, mais pour moi, je suis pas du tout fermée, et je me suis pas fermée à ça. Et ça m'arrive d'ailleurs d'avoir des personnes qui viennent vers moi. Je leur demande d'ailleurs retourner chez leur vétérinaire traitant d'abord pour faire tel ou tel examen, pour avoir des informations supplémentaires ou s'assurer parce que pour moi, c'est de choisir la bonne médecine au bon moment. Et que selon la situation, parfois il faut d'abord passer par la médecine conventionnelle. Après, l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux en parallèle, mais clairement, parfois les gens veulent résoudre des choses qui sont pas résolvables en médecine, en médecine alternative seule. Donc c'est ça, ça m'enlève pas le diplôme de véto conventionnel. Et pour moi, c'est là aussi tout l'art de la médecine vétérinaire avec un grand M et un grand V, c'est de compiler tout ça pour en retirer le meilleur et d'en faire quelque chose de beaucoup plus puissant, plutôt que de se limiter, de choisir à l'un ou l'autre. Non, on peut faire les deux en fait. Même si je la pratique plus, il faut l'inclure. Il faut l'inclure. Est-ce que tu penses qu'il y a, clairement, il y a plus d'engouement pour les médecines alternatives du côté propriétaire ou gardien, comme tu les appelles. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a plus d'engouement aussi, ou plus d'ouverture du côté vétérinaire, et peut-être du côté des plus jeunes vétérinaires qui sortent? Oui, je pense, parce que alors après, je peux pas me prononcer, je connais pas tous les vétos français, même au-delà de ça, mais globalement, il y a plus d'ouverture, je pense. En tout cas, j'ai pas mal de vétos, soit qui sont à l'école ou ceux qui viennent de se lancer, qui s'intéressent beaucoup à tout ça, qui viennent me voir parfois pour me poser des questions justement par rapport à comment je me suis lancée. Est-ce que c'est rentable, comment ça se passe, etc., etc. Et après oui, il y a certains vétos complètement fermés, mais comme en médecine en fait. Donc, mais pour moi, de mon point de vue, évidemment, je vais défendre mon beefsteak en disant que, je vois pas comment pourrait évoluer la médecine vétérinaire sans inclure cette partie-là. D'ailleurs, en médecine humaine, on parle maintenant de médecine intégrative, je pense de plus en plus, où on prend en compte vraiment non seulement toutes les médecines alternatives, mais aussi vraiment le patient dans sa totalité. Donc, comme tu dis, il n'y a pas de raison qu'on n'y vienne pas, je pense, mais les changements, évidemment, ça prend du temps. D'où tu penses que ça vient, le fait que les jeunes sont plus intéressés? Est-ce que tu penses que c'est juste la tendance sociétale qui fait ça, ou tu penses que les gens sont un peu différents, on va dire, plus sensibles à ce genre de choses? Je pense que les générations n'ont pas les mêmes challenges à gérer, entre guillemets, parce qu'effectivement, la société évolue. Surtout ces derniers temps, ça nous pousse aussi à remettre en question ce qu'on fait et comment on le fait. Et les jeunes, évidemment, ceux qui ont grandi au milieu de ça, avec ces 2 dernières années particulièrement, sont de plus en plus en quête de sens à donner à ce qu'ils font. Et les priorités ne sont plus les mêmes qu'auparavant,
parce qu'encore une fois, la société a évolué. Et moi, je mets ça aussi sur ce compte-là. Et donc, au final, les intérêts sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, la vision de l'avenir, certainement non plus. Et puis, justement, les envies de travailler ou de faire évoluer les professions, pour moi, viennent de là, quelque part. Et heureusement, parce que si c'était statique, on n'évoluerait plus, quoi. Et comment, toi, tu vois ton évolution? Parce que tu as déjà fait pas mal de chemin. C'est la question qui tue. Oui, la question qui tue, comme tu dis, parce que après un peu plus de 2 ans maintenant, je pensais jamais faire ça, quoi. Alors que ça fait que 2 ans, donc c'est vrai que ça change très vite. Donc me projeter, voilà, moi en tout cas, je veux évidemment, là j'ai trouvé ce qui m'anime au plus profond de moi. C'est pas simple tous les jours de créer c'est quelque chose qui c'est pas qui n'existe pas, ça existe déjà, mais c'est pas très connu non plus. Attends. Donc je sais pas où je serai dans 2 ans supplémentaires, même alors dans 5 ou 10 ans, je sais pas du tout. Mais là, en tout cas, j'ai vraiment à cœur de poursuivre dans cette voie-là, parce que j'ai retrouvé ce qui m'animait. Parce qu'à un moment, j'ai aussi, on n'en a pas parlé, mais dans mon parcours, j'ai failli arrêter le métier de veto par différentes expériences aussi, et il fallait que je trouve autre chose qui rallume la flamme, quoi. Et là, j'ai retrouvé ma petite flamme et je l'ai réalimentée, et je compte bien continuer à aller dans ce sens-là. Après, comment ça évoluera? Est-ce que je ferai toujours de la téléconsultation? Est-ce que peut-être transmettre aussi? Mais je pense que là, c'est encore un peu tôt. Mais je pense que j'aime beaucoup aussi partager tout ce que j'ai pu apprendre. Mais encore une fois, là, c'est pas le moment à l'instant T. Mais je pense que ça viendra par la suite. Alors, dans 10, 20, 30 ans, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est la réponse que je donnerai pour mon évolution. Et puis de développer toujours plus ces services-là, et puis d'en créer d'un métier à part entière, j'ai envie de dire, parce que ça l'est déjà pour moi, mais des statuts qui soient reconnus aussi quelque part. Est-ce que tu penses que sans la maladie chronique à laquelle tu as dû faire face, tu serais là où tu es aujourd'hui? Honnêtement, je pense pas. Mais bon, de toute façon, pour moi, avec des si, on peut refaire le monde. Hein. Mais là aussi, c'est peut-être un peu spirituel, mais il y a aucun problème avec ça. Pour moi, ça devait arriver pour que je puisse comprendre tout ça. Donc voilà. Oui, on retrouve quand même relativement souvent qu'une certaine souffrance est à l'origine d'une transformation, quelle qu'elle soit. C'est pas anodin. Les expériences qu'on vit, et pour moi c'est ça aussi, parce que c'est tous les vétos, quels qu'on soit, j'ai envie de dire, on a tous un parcours de vie, parce que on peut avoir une formation commune, mais ce qui fait aussi notre unicité, c'est ce qu'on vit du côté privé, perso, et même à travers le travail. Et c'est ça, de mon point de vue aussi, qui peut être intéressant à mêler pour enrichir aussi le vétérinaire qu'on peut être. Et là-dessus, on est tous uniques, on a tous des parcours de vie différents, et de pouvoir mettre au service l'expérience qu'on vit au métier concret. Concret, c'est pas ce que je voulais dire, mais le lapsus c'est révélateur, qu'on pratique, c'est plutôt ça. Ça donne vraiment plus de sens, et je pense aussi une plus-value par rapport aux personnes qu'on peut accompagner. En tant que propriétaire d'animal, tu veux dire? En tant que vétérinaire ou thérapeute, en fait. Parce que pareil, parce là aussi, à travers les 10 années d'expérience que j'ai eues, je me suis rendu compte à quel point la clientèle était très à l'image du vétérinaire qui gérait la structure. Et ça, c'était aussi une prise de conscience de me dire, on attire ce qu'on est. Et là-dessus, il en faut pour tout le monde, entre guillemets, et pour
pour tous les types de personnes. Et donc, on est largement assez nombreux pour pouvoir présenter ces petites différences et, encore une fois, ajouter cette plus-value aux vétérinaires ou aux thérapeutes qu'on peut être. Et si tu avais un conseil en particulier à donner à la jeune, je vais dire la petite, à la jeune Lucie de l'époque fraîchement sortie de Liège, qu'est-ce que tu lui dirais? Faut t'écouter plus vite quand même. Faut entendre les messages plus rapidement. Parce que tu parlais de souffrance, là, c'est toujours le débat, est-ce qu'il faut souffrir pour comprendre et grandir? Oui, mais parfois c'est nécessaire. Mais ça aurait pu, après, voilà, encore une fois, j'aurais pas envie de lui donner des conseils pour changer quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, maintenant, avec le recul, je me rendais compte que tout ce que j'ai vécu, c'était nécessaire pour que je me rende compte de certaines choses. Et si ça avait été plus soft, entre guillemets, je suis pas sûre que j'aurais compris le message. Donc en fait, le seul conseil, je dirais, fais-toi confiance, écoute-toi. Ouais, fais-toi confiance, écoute-toi, c'est déjà deux bonnes choses pour avancer dans la vie, dans tous les domaines. Ouais, ça, je dirais ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais aborder aujourd'hui sur ce podcast? Écoute, non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets dans le sujet, c'est ça comme ça. Et ouais, parce que t'as réussi à me balader un peu dans toutes les sphères là. On voit que t'es doué pour faire ça. Et donc il y a rien qui me vient là directement. Mais bon, comme tu disais tout à l'heure, on refera le point dans 2 ans, dans 5 ans. Je te dirai peut-être des nouvelles choses pour enrichir tout ça. Suite au prochain épisode, on va dire alors. Oui. Toujours plus riche. On va dire ça comme ça. C'est une belle fin, une belle conclusion. Parfait, ça me va. Merci beaucoup Lucie pour tous ces partages, tous ces partages positifs, je pense. Oui, merci à toi pour cette interview, ce podcast. C'était très intéressant comme expérience à vivre aussi. Bon, parfait. Bon, ouais. Je dis bonsoir à tous et à bientôt. Oui, bonne soirée ou bonne journée. Voilà, dépendant de temps. Voilà. Exactement. Ouais. Allez. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.